Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Elle sera en deux parties. D'abord une partie un peu plus théorique pour comprendre le schéma, choisir les composants. Une deuxième partie plus pratique où on va le mettre en œuvre. Dans un premier temps, on va le réaliser sur une plaque LADEC. Donc évidemment, on sera loin des caractéristiques annoncées. Je vous avais dit dans le titre 200 ampères 100 volts qui peut être obtenu avec ce genre de composants, des IRF. Voilà, comme on va faire le montage pour étudier son fonctionnement, voir si tout fonctionne sur une plaque LADEC, c'est évident, on ne va pas utiliser ça. Alors on va quand même utiliser des composants de puissance un peu plus petits qu'on va pouvoir monter sur plaque LADEC, mais c'est pas l'idéal. Et évidemment, on ne va pas faire passer beaucoup d'intensité sur une plaque LADEC. On se limitera à quelques ampères où on fera fonctionner un moteur à vide. Après, évidemment, il faudra faire un circuit imprimé et un montage définitif avec des radiateurs, des circuits de puissance dignes de ce nom qui résistent à l'intensité. Alors moi j'utilise ici des IRF 100P218, donc 209 ampères 100 volts en continu. Pour des questions essentiellement de disponibilité, c'est les seuls que j'ai trouvés dans cette période un peu difficile pour les composants électroniques. La disponibilité devient une caractéristique essentielle à prendre en compte. Donc deux parties de la vidéo. Pour le moment, la première, là, ça sera un peu plus théorique sur le schéma. Une deuxième où on va mettre en œuvre d'abord sur une plaque LADEC, regarder comme ça fonctionne, voir aussi le côté soft, comment on commande avec notre microcontrôleur. Pour les essais et pour que ça soit vraiment accessible à tout le monde, on fera avec un microcontrôleur Arduino, une carte Arduino, comme ça peut être réalisé dans n'importe quel établissement scolaire et chez des particuliers. Voilà. Après, il est évident que utiliser des microcontrôleurs un peu plus performants est intéressant, notamment les ST microélectroniques 32, les ST32, qui ont des fonctionnalités spécifiques pour la commande des moteurs. Allez, ben on y va. On commence. Première partie. Donc nous voici avec le schéma de ce variateur pour un courant continu. On va détailler donc son fonctionnement. On va d'abord regarder sur la partie puissance qui est ici, avec donc notre moteur et que l'on veut commander, et on voit ces quatre composants qui sont tout autour. Alors ce sont des transistors MOS de puissance qui vont nous permettre de commander le moteur. Fonctionnement d'un transistor MOS, vous voyez, le transistor MOS, donc composant avec trois pattes, 1, 2, 3, que l'on appelle drain pour le 1, grille pour le 2 et source pour le 3. Ce composant va se commander, fonctionner ainsi si je n'applique pas de tension sur la borne 2. Le composant va se comporter comme un circuit ouvert. Donc, impossibilité d'avoir conduction ici entre la broche 1 et la broche 3. Vous pouvez, dans votre tête, imaginer que le composant n'y est pas. L'intensité ne pourra pas circuler. Si maintenant j'applique une tension sur la broche 2, plus exactement, si j'applique une différence de potentiel entre la broche 2, la grille, et la broche 3, la source, qu'on appelle tension VGS. On va former un canal. Alors ici, on appelle ça un canal N, parce qu'il y a différents types de transistors, des canaux P, mais qui sont très peu utilisés, les canaux N. Donc ce canal va devenir conducteur, et donc l'intensité peut passer du 1 vers le 3. On pourra considérer que le circuit est fermé. Ici, totalement, parfaitement fermé. Alors évidemment, dans la réalité, quelque chose de parfaitement fermé, ça n'existe pas. On a ici une indication de sa modélisation quand il est passant, on appelle ça ON. Vous voyez, RDS, donc RDS, drain, source, c'est bien donc la résistance entre la patte 1 et la patte 3.
on a une résistance équivalente de 6 milliohms ici. Donc, ce qui fait pas beaucoup. Pour comprendre le fonctionnement, on peut d'ailleurs supposer que c'est parfait ici, et donc le potentiel ici est égal au potentiel de l'alimentation. Alors dans la réalité, évidemment, tout dépend de l'intensité. Hein. Si on est effectivement à 6 milliohms comme résistance, et si on fait passer une centaine d'ampères, bon, on aura en fait, en réalité, une chute de tension de 0,6 volts. Ici. Voilà donc le fonctionnement. On voit que par une commande adaptée une tension adaptée entre la broche 2 et 3, on peut soit rendre le composant isolant et ne pas avoir de circulation d'intensité, soit le commander avec une tension. Alors on verra tout à l'heure quelle tension il faut appliquer. Est-ce que c'est 2 volts, 5 volts, 10 volts? Quelle tension appliquer entre la broche 2 et la broche 3, donc tension V, grille source, VGS, pour que le composant devienne passant. Au niveau de la puissance, donc circuit fermé si on le commande, circuit ouvert si on ne le commande pas. Alors, regardons maintenant le principe de commande du moteur grâce à ces 4 composants. Donc ce montage est dit montage un pont en H, alors en H tout simplement parce qu'on retrouve la forme d'un H ici, de barre verticale, une barre horizontale où il y a le moteur. Ce montage va permettre de faire tourner le moteur dans les deux sens. Le principe étant le suivant, imaginons que je commande QA et QD. Je relie donc, si je commande QA, il devient passant, la broche plus se retrouve au plus du moteur, et QD, si je le commande, devient passant, le 0 volt, le moins, donc se retrouve au moins du moteur. Je viens d'alimenter mon moteur entre les bornes de mon alimentation, donc VDC et la masse, le ground, avec une tension positive. Si maintenant je commande aucun des composants, là vous en doutez, on n'alimente pas le moteur. Et si je commande QC et QB, cette fois-ci c'est la broche 2, le moins qui est relié au plus de l'alimentation, et par l'intermédiaire de QB, c'est le plus qui est relié au 0 volt. Ma tension appliquée aux bornes du moteur est donc inversée. Ainsi, je vais pouvoir faire 2 sens de rotation grâce à ces 4 transistors. Alors, on va se servir aussi de ce montage, on va en profiter pour faire de la variation de vitesse. Jusqu'à présent, on a juste vu arrêt, marche avant à fond, marche arrière à fond. Alors, on peut aussi profiter de ce montage pour moduler la vitesse de rotation du moteur. Plusieurs principes vont être utilisés. Le premier ne va pas permettre de faire de la récupération d'énergie. C'est-à-dire, vous êtes en train de rouler, bon, on va propulser votre véhicule, si c'est un moteur d'une voiture. Par contre, vous voulez décélérer ou vous êtes en descente et vous voulez utiliser le frein moteur. Ce premier principe ne va pas pouvoir fonctionner. Il va pouvoir fonctionner donc on veut effectuer un passage de puissance de la batterie vers le sol, donc si c'est un véhicule en marche avant ou en marche arrière, mais jamais du freinage, c'est-à-dire être en marche avant, mais avec un couple négatif, c'est-à-dire qui ralentit le véhicule ou qui freine le véhicule. Alors c'est le montage le plus simple, hein. Alors, très simplement, on a vu que pour mettre à fond en marche avant, on commandait QA et QD. Là, pour moduler, on va commander QD tout le temps. Par contre, on va ouvrir et fermer QA. Si je reste la moitié du temps avec QA de fermé, et donc une alimentation du moteur, et la moitié du temps avec QA de ouvert, en fait, je vais avoir une tension moyenne appliquée sur mon moteur égale la moitié du temps. Donc on fait une moyenne pondérée du 0 volt quand il est fermé, ouvert pardon, et donc non commandé, et la tension d'alimentation quand le composant est fermé, quand il est donc
commandée, une moyenne pondérée par les temps à l'état on et les temps à l'état off. Si on est fermé 20% du temps, eh bien, la tension moyenne d'alimentation sera de 20% de la tension d'alimentation, 90% du temps, 90, etc., etc. Voilà comme on va pouvoir faire de la modulation de puissance et avoir, si c'est un véhicule électrique, par exemple, eh bien, pouvoir moduler, grâce à l'accélérateur, hein, la vitesse du véhicule. Pour la marche arrière, c'est exactement symétrique, c'est-à-dire à la place de commander QD et de faire une alternance sur QA, on va commander QB et on va faire une alternance sur QC. Là aussi, hein, en fonction du temps à l'état on, du temps à l'état off, on va pouvoir comme ça faire passer ou appliquer une tension d'alimentation variable aux bornes du moteur et ainsi moduler la puissance. Alors, dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Pour cela, il faut avoir le modèle équivalent du moteur. Un moteur, ici, va en fait être constitué, peut être modélisé plutôt par trois composants. D'abord, une tension, une FEM, force électromotrice, qui va dépendre directement de la vitesse de rotation du moteur. Ensuite, nous avons une résistance qui correspond en fait à la résistance du bobinage de notre moteur. Et quand une intensité va circuler, eh bien, P égale RI carré, nous aurons des pertes et on verra notre moteur chauffer. Et en dernier point, une inductance, donc un bobinage. Et justement, la présence de ce bobinage fait que par rapport à l'explication que je viens de vous donner, on a une petite différence. Dans la première partie, où j'alimente QA et QD, il n'y a pas de souci. L'intensité va circuler comme ça, traverser le moteur, donc traverser la résistance, l'inductance, la FEM, et revenir ici à la masse. Alors au passage, cette intensité avec ces différentes tensions sur les trois composants, on aura au niveau de la résistance donc une intensité, une tension au niveau de la résistance, on aura une puissance dissipée, une puissance absorbée, donc qui va être transformée en chaleur. Au niveau de l'inductance, on va voir, eh bien, tout dépend de la polarisation. Selon la polarisation que l'on va obtenir, on peut soit magnétiser le moteur, soit démagnétiser le moteur. Et enfin, au niveau de la FEM, eh bien, l'intensité et la tension étant dans le sens des positives pour une symbolique donc d'un récepteur, ça correspond en fait à la puissance mécanique donc que je vais pouvoir extraire de ce moteur. Donc voilà les deux parties. Alors je disais, quand on alimente, l'intensité traverse ces trois composants dans le moteur et le deuxième transistor et reviennent au zéro. Bon, on va à la batterie, à l'alimentation. Voilà, on a fait notre boucle. Par contre, il se passe un petit élément quand on va couper QA. Dans un premier temps, je vous ai dit, ben voilà, on a coupé QA, ben, il n'y est plus, donc c'est très simple, il n'y a plus d'intensité qui circule. Oui, mais ça c'était sans compter sur l'inductance qu'il y a dans le moteur. Alors c'est pas une inductance que l'on met exprès dans le moteur, hein, mais quand vous bobinez un moteur, obligatoirement vous créez une inductance. Or, dans les inductances, je vous rappelle la loi, hein, U égale L dI sur dt. C'est-à-dire que la variation d'intensité, et bien pas l'intensité, mais la variation de l'intensité par rapport au temps, hein, va entraîner une élévation de la tension. Ainsi, si je coupe, imaginons que je coupe brutalement de l'intensité qui circulait dans le moteur à zéro d'un seul coup, LDI sur dt devient infini. Donc je crée une surtension extrêmement importante. Alors cette surtension, en fait, elle va venir polariser
Les diodes, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez remarqué, ici, en parallèle avec le composant qui est le MOS, le transistor, on a tout le temps cette petite diode qui est montée en sens inverse, dont tout à l'heure, elle ne servait pas parce que la diode, elle était en sens inverse, elle ne pouvait pas faire passer l'intensité. Par contre, ici, donc, quand QA et QD sont passants, l'intensité circule dans ce sens. Quand QA va être ouvert, quand on va interdire l'intensité de passer ici, ici on a toujours une intensité dans le moteur à cause de l'inductance, comme la tension est limitée, l'intensité ne va pas diminuer d'un seul coup, et donc il faut bien que cette intensité passe quelque part. Elle ne peut pas passer par le transistor puisqu'il est plus commandé. Elle ne peut pas passer par cette diode parce qu'elle serait dans le mauvais sens par rapport à la diode. Le seul endroit où elle va pouvoir passer, vous voyez, c'est ici. Donc elle va remonter ici, passer par la diode. Cette fois-ci, c'est bon, elle est dans le bon sens, passer ici. Et en fait, dans cette partie du temps où on commande que QD, où on ne commande plus QA, nous avons une intensité qui circule ici. Hop, ici, elle fait cette boucle. Quand on regarde les tensions, bon, on a toujours, à cause de cette intensité, des pertes joules, donc qui vont faire chauffer le moteur. On a toujours, là aussi, une puissance absorbée par la partie FEM, dont on va toujours délivrer de la puissance au niveau du moteur. Par contre, la tension aux bornes de l'inductance va changer de signe et donc en fait on va démagnétiser notre moteur. Donc on alterne des cycles où l'intensité passe comme ça, où on a des pertes joules, où on a une magnétisation du moteur et on a une production d'une puissance mécanique. A, quand on coupe ici QA, une intensité qui circule comme ça, qui va créer toujours dans le moteur, dans la résistance, des pertes joules. Dans l'inductance qui va démagnétiser cette fois-ci le moteur. Dans la FEM, toujours une puissance qui est absorbée, donc une puissance mécanique derrière qui va être restituée par le moteur. La présence de ces diodes est obligatoire, puisque si on ne met pas ces diodes, l'intensité ne peut plus du tout passer, la tension devient, alors, j'allais dire infinie, mais en réalité, elle devient tellement grande qu'il y a un composant qui lâche et qui devient passant. Et c'est lui, en fait, qui devient conducteur et qui grille. Voilà, mais ça le fait qu'une fois, ce qui est gênant. Alors, une petite précision concernant la phase où on a vu que l'intensité circulait ainsi sur le schéma. Circuler comme ça. On appelle ça une phase de roue libre. Attention à ne pas faire de confusion dans votre esprit avec la roue libre. Par exemple, quand vous êtes sur votre vélo, vous fournissez aucun couple. Pendant cette phase de roue libre, le moteur continue à fournir le couple et continue à fournir donc une puissance mécanique. En réalité, pendant la phase d'alimentation ici, la batterie a fourni deux types d'énergie, une énergie mécanique au moteur, mais aussi une énergie magnétique. Donc c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la magnétisation du moteur, légère augmentation de l'intensité, donc énergie stockée dans l'inductance positive. Pendant la phase de roue libre, ça là va être le contraire. Nous avons donc plus d'alimentation et l'énergie magnétique que l'on a stockée dans l'inductance va venir alimenter le moteur. Alors évidemment, il n'y a pas beaucoup d'énergie et donc il ne faut pas que cette phase soit trop longue. Il faut hacher à une vitesse suffisante pour ne pas avoir totalement démagnétisé votre moteur. Sinon, on rentre dans une phase, troisième phase, qu'on appelle la conduction discontinue. Normalement, ça ne doit pas arriver, on hache suffisamment vite pour ne pas avoir ce phénomène. Alors là, effectivement, cette fois-ci, il n'y a plus la roue libre électrique, mais par contre, le moteur, lui, il est en roue libre, puisqu'il n'y a plus de couple. Voilà, mais bien comprendre qu'au niveau de puissance, souvent on fait
des exposés un peu simplistes où on dit voilà l'énergie ça part de la batterie, ça va au moteur. En fait il y a cette inductance qui va accepter et restituer de l'énergie. Bon, maintenant on va voir en phase de récupération d'énergie comment cela se passe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs stratégies que l'on peut adopter sur la commande des transistors pour faire de la récupération d'énergie. Certaines ont l'inconvénient de fonctionner de façon à de devoir intervenir au niveau de la programmation pour passer en mode récupération d'énergie ou non récupération. D'autres, une autre que je vais vous présenter, permet de passer de façon automatique. Si vous levez le pied, vous allez récupérer de l'énergie. Si vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez fournir de l'énergie. Voilà ici une petite explication des cadrans de fonctionnement. Donc moi j'aime bien ce petit dessin qui illustre. Ici vous êtes en train de tirer, alors vous êtes le moteur, vous êtes en train de tirer, donc à la fois vous êtes en marche avant, c'est-à-dire ici vers la droite, mais en plus vous forcez. Dans le deuxième cadran, vous allez dans l'autre sens. Mais dans le deuxième cadran, vous forcez dans le même sens, c'est-à-dire que là, vous retenez la charge. Donc on a toujours un effort fourni vers la droite. Dans le cadran 4, vous allez toujours en marche avant, mais cette fois-ci, vous retenez la charge. Et dans le quadrant 3, vous allez en sens inverse et vous êtes obligé de forcer voilà, sur la charge. On retrouve les mêmes choses au niveau d'un moteur, vitesse de rotation et couple. Voilà pour la définition des cadrans. Donc, cadran 1, c'est le fonctionnement normal, et cadran 4, c'est quand on récupère de l'énergie. Les 2 et 3, c'est quand on est en marche arrière, donc ce qui intervient plus rarement tout de même. Donc, ici, je vais vous expliquer donc, la stratégie de commande pour faire de la récupération d'énergie. Dans un premier temps, on va commander QB et QC. Ainsi, de l'alimentation, j'arrive ici. J'arrive à la patte moins en passant par le transistor. Je sors du plus du moteur et je vais à la masse. Ceci me donne donc le schéma suivant, dès que je l'ai retrouvé. Voilà. Mon alimentation. Mon intensité passe ici. Arrive sur la borne 2 du moteur, ressort, donc on voit bien ici que la tension et l'intensité sont positives avec cette convention, ce qui veut dire que le moteur est un générateur. Au niveau de l'inductance que l'on a ici, alors j'ai enlevé la résistance, on ne va pas parler de rendement pour le moment, hein. On va se concentrer sur le fonctionnement et sur les transferts des énergies. Donc ici, j'alimente, je fournis donc de la puissance ici. Ici, c'est le moteur, il est aussi en phase de fourniture de puissance. Et tout ça arrive dans l'inductance. Dans cette inductance, on a à ces bornes une tension qui est égale à la somme des deux tensions. Les deux flèches se suivent. Donc AVDC plus E. Donc positif, du coup on a un DI sur DT qui est positif, l'intensité augmente. Si l'intensité augmente, l'énergie stockée, l'énergie magnétique stockée dans la self augmente. On est en phase de stockage d'énergie magnétique. Alors, deuxième phase. Maintenant, je vais avoir deux stratégies de commande possibles. Imaginons je fais une voiture. Bon, une voiture, vous avez un sélecteur de vitesse, soit la marche avant, soit la marche arrière, et vous ne passez pas successivement marche avant, arrière, très rapidement, donc vous passez des phases successives. Si par contre vous faites un overboard, quand vous êtes en position d'équilibre, il faut passer de façon continue à la marche avant, à la marche arrière. Donc on peut avoir deux stratégies de commande différentes. Pour les voitures, on fait QB, QC, et on arrête QB-QC en même temps. Pour un overboard, par exemple, on va commander QB-QC,
On va arrêter QB et QC dans une deuxième phase, mais on va commander QA et QD. Et donc on va alterner QA, QD, on arrête, QC, QB, on arrête, QA, QD, etc. On alterne. Dans une voiture, dont je vous ai dit, c'est pas obligatoire, on peut travailler que sur QC, QB en marche avant et que sur QA, QD en marche arrière. Donc dans cette deuxième phase, maintenant, j'ai arrêté QB ou QC. L'intensité sortait de mon moteur. Je vous ai dit, à cause de l'inductance, elle ne peut pas s'arrêter dans un temps très court. Donc elle doit continuer à circuler. Ici, elle ne peut plus passer dans le transistor puisque j'ai arrêté de le commander. Donc sa seule possibilité, c'est de remonter dans la diode ici. Ici, elle ne peut pas, la diode est en sens inverse. Donc on va monter et remonter au niveau de l'alimentation. Ensuite, ici, ben, on va remonter. Là aussi, on commande pas, on passe pas par QD, mais on va passer par la diode, comme ça. On est donc dans ce cadre ici, si on fait le schéma équivalent. On se retrouve avec notre tension d'alimentation. On a une intensité qui, cette fois-ci, est devenue négative, c'est-à-dire que mon alimentation reçoit de l'énergie électrique. On a toujours notre moteur qui est en phase de fourniture de puissance, hein. Sa tension et son intensité vont dans le même sens. Voilà, et donc on a cette fois-ci une tension qui va être ici négative. Le LDI sur DT va donc passer dans les négatifs. L'intensité va diminuer, mon énergie stockée, mon énergie magnétique stockée va diminuer. Je suis en phase de récupération de l'énergie magnétique. Ici, l'énergie mécanique fournie par le moteur, la FEM, et mon énergie magnétique stockée va être restituée à la batterie. Donc dans cette phase, on a une restitution de l'énergie. La première phase, en fait, on avait un petit temps où l'énergie mécanique, ici, et l'énergie de l'alimentation allaient magnétiser. Et dans la deuxième phase, on a l'énergie, toujours l'énergie mécanique ici, et l'énergie magnétique qui vont aller réalimenter la batterie. Au niveau de l'énergie magnétique, j'ai strictement stocké la même énergie que j'ai déstockée ici, en régime continu. J'arrive à l'équilibre, je stocke, je déstocke, je stocke, je déstocke. Et évidemment, je ne peux pas déstocker plus que j'ai stocké et je ne peux pas stocker plus que ce que je déstocke, sinon l'énergie magnétique enflerait de façon infinie. Donc voilà la commande et comment je vais devoir commander, faire mon programme sur le microcontrôleur ici. Donc avec, je vous ai dit, deux stratégies. On fait une voiture, on travaille que sur deux transistors à la fois en marche avant, deux autres en marche arrière. On est en train de faire un overboard, un robot, quelque chose qui doit rapidement alterner marche avant ou marche arrière. Je fais une commande QB, QC, QA, QD, donc j'alterne en croix ici, dans un sens, puis dans l'autre. Et en réalité, en fonction des conditions de couple, ben, j'en ai deux commandes qui ne servent à rien. Mais voilà, tout dépend si je suis en phase de récupération d'énergie ou non. Alors maintenant, nous allons voir ces composants-là qui servent à la commande. Comment je vais commander mes transistors. Donc pour cela, on va revenir ici sur le databook là du transistor. Donc on a plusieurs indications. Déjà au niveau du dimensionnement de mon transistor, je vois que 30 volts, donc maximum sur VDS. Alors ces 30 volts, marquez que s'il est passant, on ne peut pas avoir 30 volts. On aura l'intensité fois le RDS on, U égale RI. C'est quand il est bloqué qu'on peut avoir donc une certaine tension aux bornes, donc entre D, rapproche 1,
et S la broche 3. Imaginons que QB soit passant. On peut dire que le 0 volt, le ground, se retrouve de ce côté, puisque lui, il est passant. Donc là, on a le 0, là, on a l'alimentation. On retrouve directement la tension d'alimentation aux bornes de QA, qui est donc bloquée. Si jamais ma tension d'alimentation est supérieure à 30 volts, j'ai un risque de détérioration. Si maintenant on a une autre indication, une intensité, 140 ampères, ce qui veut dire simplement que quand il est passant, puisqu'évidemment quand il est bloqué, il n'y a aucune intensité, mais quand il est passant, il ne faut pas dépasser ces 140 ampères ici. Alors on va être un peu plus précis ici, parce que, regardez, dans les paramètres, on a effectivement nos 140 ampères, donc qui peuvent être passés en permanence, mais attention, vous voyez ici, c'est dans le cas où le boîtier, case, dont la température du boîtier est suffisamment bien refroidie à 25 degrés. Donc dans ce cas-là, pas de souci, on arrive à faire passer 140 ampères. Si par contre, le boîtier se met à chauffer, alors il va se mettre à chauffer, déjà qu'on va y faire passer de l'intensité, le composant risque de chauffer. Donc obligatoirement, on aura une élévation de température du boîtier du composant, qui va être refroidi par un radiateur, mais on aura une élévation de température. En plus, si on est dans l'automobile, 25 degrés, si dès qu'il fait plus de 25 degrés dehors, vous ne pouvez plus utiliser votre véhicule ou sous puissance réduite, voilà, il faut donc prendre en compte aussi quelle est la température. On voit ici un exemple, pour 100 degrés, on n'a plus que 98 ampères à faire passer dans le transistor. Une autre remarque, vous l'avez ici, 470 ampères, donc en impulsionnel. Donc si vous envoyez pendant un temps très court, si je vais voir la petite note qui est indiquée ici, on a le temps maximal. Donc pendant un tout petit temps, il peut résister jusqu'à 470 ampères sans grille. Alors, il n'y a pas que ça qui va nous intéresser. Moi, ce qui m'intéresse, c'était la tension VGS. Donc, ici, pour le faire devenir passant. Est-ce que, je sais pas, mon Arduino qui va délivrer du 3 volts, du 5 volts, du 4,5 volts, va être suffisant pour commander ou non? Alors, je vais aller chercher cette information. Donc voilà le diagramme qui m'intéresse pour savoir quelle tension je vais devoir appliquer pour commander correctement mon transistor. Alors ici, on est sur un diagramme log-log qui est peut-être pas le plus facile au niveau de la compréhension. Je vais vous montrer d'abord le principe sur un autre MOS. Donc ici, c'est un autre constructeur, ST Microelectronics, qui lui va nous donner un diagramme qui n'est pas, il faut que je le retrouve, hop, voilà, il est là, je vais zoomer dessus. Un diagramme donc qui n'est pas log, on l'a ici. Donc ici, on retrouve en fait pour plusieurs tensions de commande VGS, 4 volts, 5 volts, 6 volts, 8 volts, 10 volts, etc. 7 volts, 8 volts, 10 volts. La caractéristique ID-VDS. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand il était parfaitement commandé, il se comportait comme une résistance. Donc U égale RI. Donc normalement, j'ai une partie linéaire entre l'intensité, ici, et la tension. Alors vous voyez que c'est le cas dans une partie, mais que rapidement, on n'est plus trop linéaire. De plus, ça dépend beaucoup de la tension, justement, VGS, de commande de notre transistor. Si je fais le calcul ici de la pente pour mon transistor, je dois retomber sur le RDS on. U égale RI. Je vais avoir le RDS on ici. Voilà, donc là vous voyez bien que je me retrouve en effet sur pas toute la plage de fonctionnement, pas avec toutes les tensions VGS de commande. Je me retrouve avec mon modèle équivalent RDS on ici. Alors si on prend maintenant notre transistor que l'on a précédemment étudié, on a
en fait les mêmes diagrammes, mais cette fois-ci, avec des échelles logarithmiques. Alors du coup, on n'a pas le zéro, c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien si c'est linéaire, mais on n'a pas le zéro, évidemment, sur une échelle logarithmique. Cependant, on a les mêmes informations. Vous avez ici, avec des VGS qui valent 2, 3, 4, 6, 8. Alors 2, 3, 4, 6, 8. Alors après, il est évident que pour toutes ces tensions, on ne voit plus très bien. Mais on a quand même notre diagramme de commande. Et tout ce qu'on s'aperçoit vraiment très rapidement, vous voyez, avec du 2 volts par exemple, je peux faire passer même pas 100 mA, 0,1 ampère. Avec du 3 volts, je suis donc ici, je vais pouvoir monter à 10 ampères. Avec du 4 volts, je suis ici, je vais pouvoir monter un peu plus haut, mais je vois que j'ai pas quelque chose qui conduit bien. Donc il n'y a qu'à partir, on va dire, de là, ce qui doit faire dans les 8-10 volts, qu'on a correctement commandé notre transistor. Donc, je retiens de ce diagramme, c'est que si je veux exploiter toute l'intensité et pas me contenter, j'ai acheté un transistor qui passe 140 ampères, ça serait dommage de ne pas dépasser les 1 ou 10 ampères, on va dire. Donc, je vais essayer quand même de l'utiliser sur sa plage de fonctionnement le plus possible. On voit que je dois être donc dans cette partie. Ici, c'est mal commandé. Alors c'est important parce que ça veut dire que l'Arduino, par exemple, va avoir une tension insuffisante pour le commander correctement. Un Arduino qui serait commandé, alimenté à 5 volts, va sortir sur ses broches de sortie du 4,5 volts. Voilà, donc ça tombe mal, on l'a pas, mais on va regarder avec du 4 volts, c'est la troisième barre. Voilà, on serait là, on voit qu'on est quand même pas bien commandé. Alors évidemment, vous avez acheté un transistor de 140 ampères, si vous en utilisez que quelques ampères, ça peut passer, mais vous ne pourrez pas utiliser pleinement votre transistor. Petite remarque au passage aussi, tout ça c'était donné pour une température de 25 degrés. Alors attention, ici c'est la jonction, c'est-à-dire c'est à l'intérieur du composant. Et tout à l'heure je vous parlais de TC, case, donc la tension du boîtier. Ici c'est la tension à l'intérieur du composant. C'est la tension, excusez-moi, c'est la température à l'intérieur du composant. Et on a en fait une deuxième caractéristique quand le composant est beaucoup plus chaud. Vous voyez que là, ici, il monte à 175 degrés. Et en fait, on s'aperçoit que, voilà, que les tensions de commande ont un peu varié finalement. C'est un peu mieux, hein. Avec la température, avec 2 volts, on peut arriver à 1 ampère. Voilà. Mais de toute façon, on va se situer donc à des tensions minimales de 8 volts, 10. Alors typiquement, on utilise du 10 volts pour commander les transistors MOS. Mais c'est vrai qu'il faut évidemment adapter plus particulièrement aux composants que vous allez utiliser. Alors, deuxième petite remarque concernant ces graphes. Hein, le transistor est donné donc pour 140 ampères. Et si vous regardez sur les graphes, on est à 200, 300, 400, plus de 400 ampères. C'est normal parce que les 140 ampères, c'était en continu. Et ici, vous voyez, les conditions de test, c'est en impulsionnel. Donc en impulsionnel, on a vu qu'on pouvait monter plus haut que les 140 ampères. Bon, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il va falloir commander mes transistors avec une tension VGS pour les mettre à on d'environ 10 volts. Regardons maintenant sur le montage comment cela va être fait. Donc voilà notre montage. Alors les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que par rapport au début, il y a des petits changements dans la commande. Tout simplement, j'avais oublié que j'avais pas fini de faire mon circuit. Voilà, donc j'ai fini mon circuit. Il y a des petites modifications à ce niveau-là. C'est donc ici que c'est bon. Alors, transistor du bas. Ici, commandé, on a dit en 10 volts. Le 3 étant à la masse, c'est le 0 volt. Il suffit d'appliquer une tension de 10 volts sur la broche 2. Le composant ici, qu'on appelle un driver de MOSFET, donc celui-là c'est un IR2101 d'Infineon.
Il va donc convertir la tension délivrée par mon contrôleur, mon microcontrôleur, on va dire votre Arduino, et l'adapter à une tension supérieure. Voilà, donc quand il reçoit du 4,5 volts, il va envoyer du 10 volts ici. 10 volts qu'on va mettre sur cette ici, VCC. Vous avez remarqué, ici j'ai VDC, c'est ma puissance, qui peut être en 24 volts. Ici, j'ai VCC, c'est ma tension d'alimentation de ce circuit, qui va être une tension plus faible, minimum du 10 volts pour commander correctement mes transistors, généralement autour de 12 volts. Ce qui veut dire qu'il faut avoir du 12 volts aussi sur la carte. Si vous alimentez à 24, il faut une alimentation qui convertit le 24 en 12 volts. Si vous êtes sur un véhicule électrique, le VCC peut être issu de la batterie de service, le VDC de la batterie de traction. Donc on peut avoir du 12 volts ici et du 100 volts, 120 volts, voire plus ça ici en fonction de votre montage. Voilà, donc ce circuit va permettre, pour le transistor du bas, on l'a vu, c'est juste une adaptation de niveau. On pourrait le faire avec des composants discrets, pas distraits, mais discrets. Donc avec des MOS. En effet, les MOS qui ne sont pas de puissance peuvent avoir des tensions VGS de commande beaucoup plus bas. Et donc être compatibles avec la sortie du microcontrôleur. Toujours, encore une fois au passage, dans ces circuits, généralement, il y a une protection contre les sous-tensions. En effet, si vous commandez mal votre MOS, on a vu que vous ne pouvez pas passer toute l'intensité, il risque de chauffer et de griller. Donc à l'intérieur de ce composant, on a une protection. Et pour les IR2101, si vous alimentez, si le VCC est inférieur à 8 volts, il ne va rien commander, aucun des transistors ne va être commandé. Il faut monter à une tension supérieure à 8 volts pour qu'il se mette à fonctionner. Voilà, alors le transistor du bas, pas de souci, on comprend comment ce schéma fonctionne. Le transistor du haut, c'est pas pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il est passant, ce potentiel ici, qui correspond à cette borne du moteur, va être au niveau de la tension d'alimentation. Et moi, je veux 10 volts entre la broche 2 et la broche 3. Admettons que la tension d'alimentation soit du 24 volts. J'ai du 24 volts sur la broche 3. Si je veux 10 volts entre 2 et 3, il me faut mettre du 34 volts ici. Pas de secret. Or, sur mon montage, j'ai pas de 34 volts. Ma tension maximale, c'est celle ici de puissance en 24 volts. Voilà. Donc, il faudrait que j'ai une tension supérieure de 10 volts à la tension d'alimentation de mon moteur. Ce composant va le faire automatiquement, cette tension, pas besoin de trouver du 34 volts. On va voir comment il peut faire du 34 volts avec du 24 volts. Voilà, ou évidemment vous adaptez en fonction de la tension d'alimentation de votre moteur et de votre montage. Donc comment cela fonctionne-t-il? Donc au début vous avez VCC, tension d'alimentation de ce composant, différente de la batterie. Quand lui est passant, il faut toujours commencer par un cycle où QB est passant. Aussi le potentiel ici est relié à la masse, au 0 volt. Donc tout ça, c'est à la masse. Ici c'est au VCC, que se passe-t-il? On a une intensité qui circule, qui passe par la diode, et qui va venir charger ce condensateur. Ce condensateur donc va être chargé à plus VCC, donc une dizaine de volts, moins la chute de tension dans la diode, mais donc il va être chargé, voilà, et VB va être égal à une tension d'alimentation, donc de VCC moins la chute de tension dans la diode, donc une dizaine de volts. Si je commande le transistor du haut, lui va lui appliquer une tension ici sur la broche de sortie du transistor du haut, une tension de 10 volts. Lui va commencer à devenir passant. Le potentiel ici va s'élever. Mais si le potentiel ici s'élève
étant donné que notre condensateur est chargé à 10 volts. Le potentiel ici va aussi s'élever avec 10 volts de plus que celui-là. Ainsi, le potentiel ici peut monter jusqu'à VDC, dans notre exemple 24 volts. Ici, j'aurai du 24 volts. Comme le condensateur est toujours chargé à 10 volts, eh bien, j'aurai sur VB du 34 volts. J'ai réussi à créer une tension d'alimentation supérieure aux tensions d'alimentation qui étaient disponibles. Évidemment, deux choses. Premièrement, le condensateur ne se décharge pas ensuite sur VCC à cause de la diode. Deuxièmement, si on maintient QA trop longtemps à l'état haut, il se peut que le condensateur qui fournit l'alimentation VB à ce circuit, le condensateur petit à petit va se décharger et on n'aura plus une commande correcte de QA. Voilà, donc il y a un calcul à faire au niveau de la capacité pour être sûr que l'on ait une alimentation donc supérieure à 10 volts à la tension d'alimentation du moteur de façon suffisamment longtemps. Quand on n'a pas de simulateur pour voir exactement quelle capacité il faut mettre ici, la valeur de 4,7 microfarads est généralement employée. En fait, la plage de tolérance est tellement importante que on peut ici se permettre de ne pas le calculer et mettre un 4,7 micro de façon systématique. Normalement, il faut le calculer en fonction de vos transistors, des charges stockées dans le transistor, de l'intensité de fuite, de la consommation de votre montage, etc. etc. Voilà, donc vous voyez ce composant ici, il est quand même perfectionné puisqu'il va permettre à la fois de faire une adaptation de tension pour le transistor du bas, mais aussi pour le transistor du haut, à pouvoir commander sa grille à une tension supérieure aux tensions disponibles d'origine sur la carte. Je finis là-dessus sur deux autres composants. Premièrement, cette capacité. Alors cette capacité qui est là, on appelle ça une capacité de découplage. Simplement, comme il y a beaucoup de commutations, il y a des forts appels d'intensité. Selon votre dessin de votre circuit imprimé, vous pouvez avoir des chutes de tension. Donc pour ces commutations, là, ici, ça en charge en fait d'avoir une alimentation beaucoup plus propre et pas perturbée par les commutations du composant. Là aussi, c'est un condensateur assez typique. Alors, c'est une technologie, il ne faut pas utiliser n'importe quel condensateur. Il faut un condensateur qui réagisse très rapidement. Voilà. Deuxième composant, ben vous le voyez, c'est ces deux résistances qui sont ici. On se demande pourquoi on ne l'a pas relié directement. Alors, si vous le faites, ça va marcher. Ça risque de ne pas marcher longtemps, par contre. Pourquoi? Parce qu'au niveau des transistors, nous avons des capacités parasites. Ici, entre la broche 2 et la broche 3, ça se comporte comme une capacité. Ce qui veut dire que quand on va commuter la tension de commande, ici, on va devoir charger ou décharger la capacité. Il risque d'avoir une intensité de charge et de décharge très grande. Instantanément, la tension du condensateur ne peut pas varier d'un seul coup. Donc, prenons le cas de celui-là, il est à l'état bas, donc ici il y a 0. Ici, il va passer à 10 volts. Donc le potentiel de cette patte passe à 10 volts, cela va charger le condensateur, mais avec une intensité extrêmement importante qui dépend en fait de toute notre circuiterie. La résistance ici, elle sert à limiter cette intensité de façon à ne pas griller notre composant. Donc là, sur les caractéristiques de ce composant, on a des intensités maximum qui nous permettent de calculer la valeur de cette résistance. Si jamais vous n'en mettez pas ou vous mettez beaucoup plus petit, ben ça marche. Mais ça fait généralement, ça ne grille pas le composant. Les capacités ne sont pas suffisantes pour griller le composant. Par contre, ça risque de diminuer sa durée de vie. Donc si on fait un montage professionnel, il faut évidemment mettre cette résistance et calculer la résistance. Les valeurs de toutes ces capas, elles sont mises soit de façon à des valeurs typiques, ici en calculant très rapidement,
Soit on les calcule beaucoup plus précisément, parce qu'il est évident que si vous faites des milliers de ces variateurs, il vaut mieux optimiser, on va dire, la taille des composants. On va faire une recherche un peu plus précise en faisant des simulations informatiques pour savoir quelle est exactement la grandeur des composants que je dois utiliser. Est-ce que je peux mettre à la place d'un 4,7, est-ce qu'un 2,2 ça passe? Ça me ferait un peu économiser. Si vous en faites qu'un, bon, c'est pas le prix entre une 2,2 et une 4,7 qui change, mais par contre, si vous en avez 10 000, ou aussi peut-être pour des problèmes de place, vous voulez faire quelque chose extrêmement réduit, c'est intéressant d'être au plus juste. Les valeurs par défaut que j'ai mises là, c'est des valeurs standards, on sait que ça va fonctionner, mais c'est vrai que normalement, quand vous serez dans le supérieur, vous verrez un peu mieux comment on choisit ces composants. Voilà, donc on est à la fin de cette première partie de vidéo où on a vu un peu la théorie et maintenant nous allons passer à la partie plus pratique dans la réalisation de notre montage. Alors ici, si on voit bien, voilà, donc on va utiliser sur une plaque Labdeck, nous allons câbler notre variateur pour vérifier son fonctionnement. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.